Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 18 juin 2021 et nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, en compagnie du docteur Fethi Benachnou, nous allons nous intéresser encore une fois à l'éducation sanitaire, pas que, mais aussi l'éducation thérapeutique. Du côté de la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, donc une campagne de dons de sang a été faite, donc retour sur cet événement. Également, l'ACEPA, l'Association des étudiants en pharmacie d'Alger, vont programmer la journée du 26 juin un pharmaton course, donc ce sera un événement de sensibilisation pour l'hypertension et le diabète aussi. Demain, Inch'Allah, au niveau, donc c'est le Palais de la Culture qui va abriter le concert qui sera organisé par Dar al-Gharnatiya. Nous en parlons ce matin. Kenzan Char, dans sa rubrique association, reviendra encore une fois sur le mouvement associatif. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture, mais avant d'entamer notre programme, les nouvelles du ciel en compagnie de Minab. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Minab, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. On a été bien gâtés par le soleil ces temps-ci, Mina. Oui, mais par la pluie aussi. Par la pluie, juste hier, juste un peu hier, Avant-hier, c'est ces 3 derniers jours. Hein. Mais c'était très humide par contre. Très humide. Très humide oui. par contre. Malheureusement. C'est un petit peu l'inconvénient, on va dire, des villes côtières. Exactement. Voilà, Et l'inconvénient de l'été aussi. De l'été aussi, ouais. Ouais. Ça va continuer? On fait avec, hein. On fait avec, Bah on oui. n'a pas le choix, hein. On fait avec. Il faut juste J'ose beaucoup pas vous s'hydrater. dire oui, en fait. Oui. Ça va continuer. Désolée, hein. Ouais, ça va continuer. C'est pas de ma De faute. toute façon, c'est la nature, hein. On doit se fier à la C'est nature, comme ça. s'adapter à la nature. Et... Moi, j'arrive pas à m'adapter à l'humidité. À l'humidité, oui. C'est pas possible. C'est toi qui n'arrives pas à t'adapter ou c'est tes cheveux qui n'arrivent pas à t'adapter? Et les deux. À s'adapter. Les deux. Les deux. Les deux. Ouais. Toi aussi, je crois. Et, voilà. et comment? On est deux. Et comment? Alors aujourd'hui, ça va être du soleil. Alors on Un va petit peu encore de tout. un petit peu Un de petit tout. peu de tout en journée. D'accord. Oui, un petit peu de tout. Les 4 saisons en une journée. 4 saisons. On sera gâtés en une journée. Très gâté. Ah ben voilà. Voilà. Un peu plus de détails. Avec plaisir. Merci. Bonjour à tous. Excellent réveil. Eh bien, un taux d'humidité pour aujourd'hui assez élevé quand même. Ça risque de dépasser les 70% sur les régions côtières. Un ciel voilé en journée sur le centre et l'est avec quelques orages isolés, des orages, des pluies également sur les régions intérieures, des passages nuageux vers les côtes ouest avec des vents toujours assez forts jusqu'à 50, même parfois 60 km/h. Sur les régions sahariennes, un ciel partiellement voilé avec quelques orages sur la Saoura, le Nord Sahara, les oasis, un ciel voilé vers l'extrême sud, le Sahara central et le sud-ouest, et puis on notera également de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles seront en hausse avec sur la moitié nord, 41 degrés à Tizi Ouzou, on notera 29 degrés. Du côté d'Alger, Annaba, 30 degrés à Oran, 28 à Tlemcen, on notera 37 degrés Rilizen, Chlef, 45 degrés à Hardaya, 41 degrés Hassim Saoud, 43 degrés à Ilizi, on notera 38 Tanaraset, 39 à Janet et enfin 48 degrés, ce sera la maximale pour le Sahara central et l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer peu agitée, à l'ouest et au centre agitée vers la partie est avec des vents entre 20 et 30 km/h à l'ouest du pays, entre 10 et 20 km/h sur le centre et enfin entre 30 et 40 km/h vers la partie est. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui un ciel voilé à N'Djamena, voilé également à Khartoum, dégagé au Caire, dégagé également à Tripoli, voilé à Niamey et puis côté Mercure, on notera 37 degrés à Tunis, 32 à Tripoli, 40 à N'Djamena et enfin 39 degrés à Niamey. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. 70% de taux d'humidité, rien que ça, Mina. Bah, d'habitude, ça dépasse les 100%, Ouais, hein, ça- croyez-moi. Si on est au mois de juin, on est à 70 degrés, ça veut dire juillet, août. Non, on doit 70 s'attendre- degrés, non, on 70 cramerait personnes. quand même, hein. Ouh là là, ouh là là. Quand même pas, on n'est pas encore. Non, on n'est pas encore arrivé là. Non, C'est non. bon, j'ai rien dit. Peut-être dans 70%. quelques années. J'ai rien dit. Mais Même pas. 70 degrés. écoutez, sur la Terre. température augmente Ouais. d'année en année. Hein. Ouais, ouais.
Bon, on va rester sur les 70% d'humidité par Voilà, contre. pour je l'instant. préfère aussi. Donc si au mois de juin on est à 70%, je reprends, hein. Si on est au mois de juin à 70%, Oui, juillet, août, on doit s'attendre à quand même un petit peu plus. un petit peu plus Oui. ou beaucoup plus, Bah oui. si on dépasse les 100%. On dépassera les 100%, croyez-moi. Oui, on dépassera les 100%. Bon, on verra, de toute façon on va s'adapter, hein. On n'a pas le choix. Hein. Pour les cheveux, je suis pas sûre, mais bon, on va essayer. On n'a pas le choix, de toute façon, même pour les cheveux. Bah, on n'a pas le choix, On n'a exactement. pas le choix. Ce sera. Voilà quoi. Et Désolée, les hein, c'est comme ça. Et puis bon, maintenant les produits existent, les huiles végétales Ça existent, sert à les rien. beurres végétaux existent. Mais non, ça sert absolument à rien. C'est vrai? Quand il y a beaucoup d'humidité, c'est même pas la Bah, peine. on va s'attacher les cheveux, puis c'est tout. On s'attache. On trouvera des solutions. On trouvera, ouais, un petit foulard et puis c'est bon, allez. Ah bah voilà, par exemple. Ça revient à la mode. Tu te rappelles des petits foulards quoi qu'on mettait Petit foulard américain. américains, Oui. voilà. Quand on avait les cheveux un petit peu Mais ça rebelles. revient à la mode. Quand on avait les enfants. À la Grace Kelly, voilà. À la Grace Kelly. Quand c'est à la Grace Kelly, ouais, c'est pas mal. Voilà, bah ça revient. C'est pas mal. Ça revient à la Ça mode. revient. Ça revient, Bon, oui. à la semaine prochaine Ah alors. bah voilà, alors on a déjà une solution. On a une solution. Ah, super. Merci beaucoup Nina. Merci Nol. Alors on te retrouve tout à l'heure après Journal télévisé du midi, suivi de 19h et demain pour Bonjour d'Algérie. Excellente journée à Avec toi et plaisir. profite bien des 70%. Sur le plateau, c'était Marino, interprété par Badil Bahri. À présent, Dr Fethi Benachnou vient de nous rejoindre. Docteur, bonjour, sabah al khair. Bonjour.
Nahar Mabrouk. Ibarak fik. Ça va, vous allez bien? Thomas ou l'équipe et tout ça. Et les téléspectateurs? Ça va. On peut respirer un petit peu. Il y a plus ou moins, attention, je dis plus ou moins d'angoisse. Par rapport à la situation sanitaire? Par rapport, moins d'angoisse, je dis bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire la différence avec le début de la pandémie de Covid-19 en Algérie, hein, où les gens, au début, ne savaient même pas ce que c'était qu'un virus. Les gens ne croyaient pas. Les gens... Et tout ça, c'est à cause d'un problème que l'on doit prendre en charge dans notre pays, c'est l'éducation sanitaire. Alors justement, docteur Benachnou, l'éducation sanitaire, voilà, une bonne introduction, et une bonne transition, on va dire. Alors justement, l'éducation sanitaire, vous en parlez à chaque fois, vous insistez à chaque fois. Fondamental. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment le sujet que vous avez choisi. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement. L'éducation sanitaire, c'est quoi? L'éducation sanitaire, c'est une éducation. Une éducation, c'est quoi? C'est une formation, entre guillemets. Une formation, c'est comme à l'école. Et l'éducation sanitaire doit se faire à l'école, au lycée, au CEM et même à l'université. Dans le sens où on explique qu'est-ce qu'un corps humain? Qu'est-ce que c'est que respirer? Qu'est-ce qui peut porter atteinte à ma respiration? Qu'est-ce que c'est que se blesser? Qu'est-ce que c'est qu'une infection? La plus petite infection. Qu'est-ce que c'est que, et je le fais pratiquement régulièrement, qu'est-ce que c'est que le diabète? Et il faut aller plus loin. Le diabète en tant que maladie. Et maintenant, en 2021, 2022, et on va, le problème, et c'est pas de parler du diabète. Le diabète, c'est la maladie. Maintenant, c'est le pré-diabète. Quand le diabète... Maintenant, les choses évoluent et expliquer ce que c'est qu'un pré-diabète avant de tomber malade. Par exemple, une éducation sanitaire. Si aujourd'hui, moi, on déclare que j'ai le diabète avec des analyses, et quelles analyses? Les analyses. Non, c'est des analyses précises. Expliquez le pourquoi du comment. Par exemple, aujourd'hui, je découvre que je suis diabétique. Eh bien, ça fait 10 ans que ce diabète, donc c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Comment intervenir? Pourquoi intervenir? C'est tous ces éléments. Et la deuxième partie de la rubrique, c'est que l'éducation thérapeutique, c'est la suite. Si vous n'avez pas fait d'éducation sanitaire, l'éducation thérapeutique, c'est que même si vous êtes malade, toutes les maladies, j'ai pris le diabète parce que c'est le plus courant, même si vous êtes malade, quel comportement faire quel comportement avoir pour mieux gérer la maladie. Pour mieux gérer et éviter les complications. Mais il ne faut pas dire comme ça superficiellement. Il faut que le patient ou la personne soit convaincu. Pourquoi? Parce qu'en médecine, il est essentiel d'avoir la coopération du patient. Il faut que le médecin et le patient travaillent ensemble. Il faut que le patient adhère. Faut pas, le traitement, c'est pas l'ordonnance. Ça, c'est dépassé, mais on reste. Vous voyez pourquoi j'insiste? L'ordonnance, il faut l'expliquer. Moi, je vois dans Facebook, je me balade, comment on dit ça? On surfe. Surfer. Voilà. On surfe sur Facebook. Des gens photographes. Alors, on surfe sur Internet et on scrolle sur Facebook. On scrolle. Sur Facebook. Oui, après, moi, je vois qu'on peut... Scroller, ça veut dire on fait monter comme ça dans le... C'est scroller. C'est bien de venir à Canal d'Algérie, surtout à une émission. Après, voilà, la langue, elle s'enrichit avec les nouvelles technologies. Voilà. On montre, par exemple, une ordonnance. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Qu'est-ce qu'il y a de ceci? Ça relève de la médecine médico-légale. Alors justement, docteur... Vous comprenez l'importance de... Alors justement, pour revenir à l'éducation sanitaire, donc il est primordial que l'éducation sanitaire commence déjà à l'école. Donc vraiment... Qu'est-ce que mon corps? Qu'est-ce que mes yeux? Qu'est-ce que mes poumons? Voilà, donc vulgariser tout ce qui est... toutes les notions de base, on va dire. Mais entre-temps, docteur, l'éducation sanitaire ne doit pas s'arrêter à l'enfance. Ça doit continuer même au niveau des institutions, au niveau des entreprises, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. Par exemple, dans les entreprises, on constate les accidents de travail. Par exemple. Les accidents.
Qui sont très fréquents d'ailleurs. Ils sont très fréquents. Vous avez donné un chiffre la dernière, enfin une classification la dernière fois. Je crois que vous avez dit ce sont les deux, ils sont classés deuxième. Après les accidents de la route ou les accidents, tout ça. Ce qui est important, là, sur les travaux, accidents de travail, regardez, ça porte préjudice à l'intégrité du corps de la personne. Il peut être handicapé, il peut être beaucoup de choses. Deuxièmement, ça coûte la prise en charge, et le budget, ça coûte. Or, il faut éviter ça. C'est pas mettre des affiches dans des couloirs. Il faut porter un masque, il faut ceci. Là, c'est pas basé, c'est dépassé ces éléments-là. Maintenant, en Algérie, on utilise des matières radioactives. On utilise des produits chimiques, on utilise. Et comme c'est l'éducation sanitaire du personnel, la prévention, il faut que ça soit intégré dans le... par exemple, les chauffeurs, par exemple, tous ces éléments-là. Il ne faut pas s'arrêter, c'est important, l'éducation sanitaire. Vous faites participer la personne à votre prise en charge médicale, préventive ou curative. C'est ça qui est important et ça ne s'arrête pas à l'école. Mais le tabagisme, on insiste maintenant qu'à partir d'un certain âge, quelqu'un qui a pris l'habitude, ça fait 30 ans qu'il fume, c'est dur de le remettre dans les... Mais il faut continuer à lui expliquer, pas de dire attention, le tabac il rend malade. Non, il faut que ça soit régulièrement et continuellement. La pédagogie, c'est la répétition. Et c'est pas à l'occasion de la journée mondiale de je ne sais quoi, faire un petit ramdam, comme on dit, et ensuite oublier. Non, je crois que ça doit être, si je crois, ça doit être intégré. Vous savez, les pays les plus développés en matière d'équipements médicaux, c'est eux qui fabriquent les médicaments, et ils mettent le paquet sur la prévention. Le diabète, si vous voyez comment, en Suède, la prévention du diabète, l'éducation sanitaire du diabétique ou de l'éducation thérapeutique, mais vous dites ce type-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout ce qu'il faut pour le... Et ils font des recherches et ils font, mais la prise en charge est personnelle. Le médecin ne doit pas être un greffier. Il ne doit pas être un administratif. Il doit, vous savez, par exemple, pour l'ordonnance, on doit expliquer terme par terme. Il faut prendre le temps et s'assurer que le patient a compris ces choses-là. Et voilà, donc ça c'est pour l'éducation sanitaire. Donc on a dit que ça commence déjà à la tendre enfance, même au niveau des entreprises, il faut toujours continuer, d'autant plus qu'il y a toujours parfois des pathologies qui font leur apparition, comme pour cette fois-ci la Covid-19. Voilà. Mais sinon, maintenant, on va parler donc de la deuxième partie de la rubrique que vous avez consacrée à l'éducation thérapeutique. Donc cette fois-ci, une fois que la personne est atteinte d'une quelconque pathologie. Alors chez nous, ce qu'on a constaté, j'aimerais revenir sur un élément. Là, le Covid-19, moi je suis très content qu'il y ait eu cette pandémie. Pourquoi? Parce que ça a mis les pendules à l'heure. C'est grave qu'en 2020, des gens qui possèdent comment on les appelle, des smartphones et tout ça, il a le smartphone et ils vous disent le virus, ça n'existe pas. Or, on ne sait pas. Le b.a.-ba. Le b.a.-ba de la virologie, le b.a.-ba de ce que c'est qu'un virus, et il faut se préparer. Il y a d'autres virus qui préparent. Qu'est-ce qu'une pandémie, qu'est-ce qu'une épidémie, comment on peut l'éviter? Par exemple, l'hygiène. L'hygiène, c'est pas parce qu'il y a le Covid-19 qu'on doit être propre, qu'on doit être hygiénique. Non, c'est quelque chose qu'on intègre. Et comment ne pas faire ça dans le tout début de la vie, c'est-à-dire l'école, à la maison, ça c'est important. Les savons, expliquer ce que c'est qu'un savon, pourquoi il y a ce savon et pas ce savon. Vous savez, c'est des trucs pratiques du quotidien. Par exemple, la diététique maintenant, qu'est-ce que c'est la publicité? Pourquoi c'est pas... C'est ça l'éducation sanitaire. Et comme pour revenir à l'éducation thérapeutique, c'est pas parce que je suis malade, que je suis porteur d'une maladie, que ça y est, c'est foutu. C'est foutu. Alors, résumé, c'est prendre ses médicaments. À la limite, ne plus aller chez son médecin. Je vais chez le pharmacien du coin pour... Ici, chez nous, c'est... Attendez, donnez-moi le truc. Et quand on part chez le médecin, il faut me prescrire tel médicament. Voilà. Alors là, il y a aussi, par exemple, l'éducation sanitaire et l'éducation thérapeutique. Maintenant, on va plus loin. On nous bombarde. Attendez, IRM. Prescrit une IRM. Mais ils disent ça.
prescrit. Alors là, pour toute maladie, bonjour, non, je ne vais pas vous retenir, docteur. Moi, c'est telle molécule, spiramycine, donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut revoir et en urgence, expliquer l'importance d'un examen biologique, même si on est malade, même si on a l'habitude de faire, expliquer l'éducation thérapeutique, surtout chez les diabétiques, c'est notre chose la plus terrible, pourquoi il faut aller chez le médecin, et parfois je le dis, même les médecins, parce que j'ai connu des diabétiques qui n'ont jamais été orientés vers un ophtalmo. Faire des analyses d'urine pour voir la fonction urinaire. Et, moi, je le dis, et je sais ce que je dis, j'ai connu des malades qui n'ont jamais été orientés pour, dans le cadre d'une éducation thérapeutique. Il ne faut pas lui dire « il faut lui expliquer pourquoi chez un diabétique. C'est vrai que l'incidence est directe sur l'acuité visuelle, mais bien sûr. Pas sur tous les autres organes. Oui, c'est une maladie dégénérative. Dégénérative, les problèmes de circulation de sang, les problèmes des reins, comment ils fonctionnent, les problèmes cardiaques, les problèmes de se contrôler la tension régulièrement. Mais attention, je ne charge pas uniquement les patients. Il y a même, hélas, 1000 fois hélas, des confrères et des consoeurs qui ne prennent pas et croient que je crois qu'on s'est orienté, qu'on s'est enquisté, en médecine on dit enquisté, que la consultation ça veut dire remplir des ordonnances et des médicaments. Et pourtant il faut investir dans l'éducation sanitaire et l'éducation thérapeutique. Voilà, c'est vital, il faut le faire. Eh ben voilà, merci beaucoup. De rien. Docteur, merci encore une fois d'insister sur cette importance, donc l'importance de l'éducation sanitaire et l'éducation thérapeutique. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Encore une fois. Vous me faites de la gymnastique cérébrale. On donne l'essentiel pour le téléspectateur. C'est vrai. Voilà, merci beaucoup. Je vais beaucoup. vous dire une chose. Je crois que c'est une excellente école, le Canal Algérie, dans le sens où les médecins savent exposer verbalement et rapidement une question. Et de façon vulgarisée, de sorte que tout le monde puisse comprendre. Surtout. Merci beaucoup, docteur. Donc, on se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, avec une autre thématique. Et on continue et on va rester sur le registre donc, de la santé. Cette fois-ci, on va parler du pétrole rouge, comme on l'appelle si bien, docteur, le sang, puisqu'on va parler du don du sang. Un jour, on parlera de ça, docteur, c'est très important aussi. Le sang, c'est vital. Voilà. Et donc, ça va être un spot de sensibilisation que nous vous proposons par rapport au don du sang et on se retrouve juste après. Voilà l'éducation sanitaire. Partout dans le monde, des personnes ont besoin de sang. Qui a besoin de sang? Certaines femmes, lors de l'accouchement. Les personnes blessées qui perdent beaucoup de sang, par exemple les accidentés de la route, ou certains enfants atteints de paludisme. Pour traiter les hémorragies sévères et l'anémie grave du paludisme, le sang est absolument nécessaire. Pour avoir accès à du sang, nous avons besoin de donneurs. Le donneur sera accompagné tout au long du don de sang par du personnel médical qui pourra le rassurer. Maintenant que vous êtes rassuré, vous voulez savoir si vous pouvez donner votre sang. Vous devez avoir plus de 18 ans, une tension artérielle normale, un taux d'hémoglobine normal, vous devez peser plus de 45 kg et vous ne devez pas avoir de traitement en cours. Des tests sanguins sont également effectués. Si tous les résultats sont négatifs, nous pourrons vous prélever au maximum 450 ml de sang. Le volume de sang prélevé peut être transfusé à un adulte ou jusqu'à 3 enfants. Après un don de sang, quelques minutes de repos et une collation suffiront à vous remettre d'aplomb, car le volume de sang prélevé et ses constituants se renouvellent entre quelques heures et pour les globules rouges, quelques jours. Grâce à votre don, nos 3 patients vont pouvoir bénéficier d'une transfusion qui pourra leur sauver la vie et leur permettre de rentrer chez eux après quelques jours.
Et de retour sur le plateau, et nous allons encore une fois parler du don du sang. Cette fois-ci, c'est une campagne qui a été initiée par la DGSN, donc la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Nous en parlons ce matin avec M. Mourad Bessaï. Bonjour. Bonjour, Marhaba. je vous remercie pour l'invitation Marhaba et bik. pour l'opportunité de parler au sujet de la promotion du don de sang au sein de la Sûreté nationale. Marhaba bik. Alors, M. Merci. Bessaï, vous êtes commissaire de police de la Direction de la Santé et de l'Action sociale et des activités sportives. Et parmi nous également, Madame Amina Hambli. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes médecin. Eh bien oui, on ne peut pas faire du don du sang si on n'a pas un médecin avec nous, effectivement. Alors, M. Bessaï, on va commencer par vous. Alors, il faut dire que la DGSN, elle n'est pas à sa première campagne de don du sang. Donc, il faut dire que la Sûreté nationale a toujours donné l'exemple par rapport à cette campagne. Effectivement. On est à la 15e édition. On vient d'organiser la deuxième campagne de don de sang les 14, 15 et 16 juin 2021, conjointement avec l'Agence nationale du don de sang. Du don du sang. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une agence qui est, il faut dire, qui est très active sur le terrain, et ça reste quand même, le don du sang reste quand même une denrée rare, parce que ça reste toujours qu'on ne peut pas le conserver, n'est-ce pas? Alors parlez-nous un petit peu de la prise en charge des donneurs du sang. Donc comment ça s'est passé pour cette campagne? Oui, je tiens à remercier tout le personnel policier qui participe à chaque fois, qui manque jamais vis-à-vis la sécurité des citoyens, et aussi de participer à les protéger sur le plan sanitaire par la participation du don du sang. Le déroulement de la collecte du sang se fait d'une façon régulière. À chaque occasion, soit la journée maghrébine, la journée mondiale qui s'est déroulée le 14, 15 et 16, et il y aura une autre campagne à l'occasion de la journée nationale du donneur du sang qui aura lieu au mois de décembre. Voilà, donc vous êtes toujours présent durant ces journées importantes. Juste pour apporter quelques... C'est en octobre 2021. C'est la journée nationale des donneurs du sang. Voilà. Donc, on a déjà entamé en mars à l'occasion de la journée maghrébine de don de sang, et on prévoit une troisième à l'occasion de la journée nationale des donneurs de sang en octobre 2021. Donc alors, à chaque permettez-moi. Bien sûr, allez-y. À chaque occasion qu'on vient de citer, on convie les 230 000 fonctionnaires de police à participer pour faire don de leur sang. Voilà, c'était ma question d'ailleurs que j'allais vous poser, parce que le 14, le 15, le 16, donc ça a été plutôt les 3 jours durant lesquels vous avez organisé la campagne donc, du don du sang au sein de la DGSN. Alors justement, vous faites participer, donc c'est une campagne qui se fait sur tout le territoire national. Sur le territoire national, oui. Et c'est tous les wilayas. Pardon? Les 58 wilayas. Les 58 wilayas, voilà. Donc ce sont finalement tous les fonctionnaires de la DGSN. Oui, on met à la disposition des CTS, des staffs médicaux des CTS, du centre de transfusion sanguine, les moyens dont on dispose, à savoir même le staff médical relevant de la DGSN, pour faire partie de cette opération et pour accompagner ces équipes dans leur mission. Justement, nous étions en train de voir quelques photos. Ben voilà, nous sommes en train de voir des photos qui défilent donc de cette campagne. Alors, Dr Hambli, il faut dire que c'est une campagne qui est aussi non seulement bénéfique pour les gens qui en ont besoin, mais aussi bénéfique pour les fonctionnaires de la DGSN, pour les donneurs, n'est-ce pas? Pour le donneur même, oui. Ça leur fait un bilan donc régulier. Oui, il va bénéficier d'une consultation médicale gratuite. Il aura l'occasion de voir un médecin qui est plus attentif, à tête reposée, dans les conditions plus favorables. En plus, le sang il sera analysé pour dépister des maladies transmissibles, par exemple les hépatites virales, le paludisme, la syphilis, tout ça. On peut, si quelqu'un il peut avoir ça, mais il n'en aura pas compte, sauf quand il va donner quand il va participer et donner son sang, le sang sera analysé. Donc, on va dépister, on va diagnostiquer une maladie, d'où la prise en charge et le traitement, il va être entamé avant la chronicité de la maladie. Alors, au cas où il y a au cas où vous diagnostiquez, voilà, j'y arrive. Au cas où vous diagnostiquez, voilà,
Donc, quelconque pathologie chez l'un des fonctionnaires. Oui. Donc, ça vous arrive? Ça vous est déjà arrivé Oui, ça arrive. Il reste des êtres humains, donc Oui, on est effectivement. tous exposés à avoir des maladies quelconques. En plus, ce qu'il faut citer, que le prélèvement, tout reste en anonymat. Donc, même ses camarades, ses collègues, ils vont donner ils vont participer la même journée. Personne ne saura le résultat de chacun d'eux. Très bien. Donc, Donc, ça met un peu plus la très vie à l'aise, on va privée, dire. oui, les- il reste la vie toujours privée. Alors, au cas où il y a un diagnostic donc, de quelconque pathologie, comment se fait après? Est-ce qu'il y a une prise en charge qui va se faire après? Comment Certainement, cela se fait? Oui, il doit être une prise en charge. Il va être un malade, donc il sera pris en charge comme tous les malades. Il sera systématiquement orienté vers Le staff. le staff médical qui est... Le relais va Oui, être pour pris prendre par, le relais, oui. le relais va être pris par le staff médical de la Sûreté. De la Sûreté, très bien. Alors, Monsieur Bessaï, vous nous avez dit au début que cette campagne s'est faite en collaboration avec l'Agence nationale du don du sang. Oui. Parlez-nous un petit peu de cette collaboration que vous avez avec l'agence. La collaboration avec l'Agence nationale du sang, elle n'est pas datée d'aujourd'hui. Donc, ça fait depuis 2007, depuis qu'on a fait que la campagne de don de sang soit nationale, alors qu'en premier lieu, elle consistait juste prélèvement au niveau des écoles de police. Actuellement, elle est nationale au niveau de l'ensemble des structures de police. Donc, l'Agence nationale, elle nous accompagne durant ces campagnes de don de sang. Alors, pour cette campagne de don du sang, donc, tous les travailleurs, tous les employés de la DGSN sont conviés donc, Oui. à se rapprocher des centres donc, pour la transfusion Je sanguine. peux vous dire... Et ma question, c'est que est-ce que c'est obligatoire Non. ou voilà. Non. Vous pouvez constater également que la campagne de don de sang, elle se faisait une journée seulement. Actuellement, on le fait, elle s'étale sur 3 jours. Sur 3 Vous jours, ça savez veut dire pourquoi? qu'il y a un engouement. C'est à la demande, pour satisfaire la demande de nos personnels. Et à chaque fois, ils nous reprochaient pourquoi vous faites une journée, c'est pas faites suffisant une journée, pour oui, tous. c'est pas suffisant. Alors, la plupart, ils étaient contraints d'être au travail le jour de la campagne. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a étalé, on a fait que la campagne s'étale sur 3 jours pour faire bénéficier le maximum et faire participer le maximum de personnel de la Société nationale. Donc il faut dire qu'il y a un Oui. engouement de la part, Oui, des effectivement. employés de la DGSN. Oui. Donc c'est tout le monde qui est intéressé par donner son sang. Pratiquement, ils sont tous des donneurs réguliers. Voilà, donneur Vous pouvez le régulier. constater Oui. auprès de l'Agence nationale du sang. Voilà, effectivement. Mais finalement, donc, avec l'agence, est-ce que vous arrivez quand même à satisfaire une partie des besoins de l'agence? Parce qu'il faut dire que le sang, ça reste une denrée très rare, on ne peut pas le conserver. Bien sûr, Donc c'est vraiment très difficile finalement Est-ce que je peux, de satisfaire oui. la Ouais. demande. Alors qu'en est-il Je de peux la vous satisfaction dire de cette demande? que la collecte d'un CTS à Alger, la collecte durant un trimestre, on peut le faire durant les 3 jours Très bien. de collecte au niveau de la DGSN. C'est la quantité de poches qu'on collecte durant les 3 jours. C'est l'équivalent d'une collecte d'un trimestre d'un CTS à Alger. Juste Qui a Alger. Ça, c'est juste Alger. On parle Non, pas du un territoire. CTS Ça, c'est juste Alger. qui a des équipements, qui est Oui. important. Donc, notre collecte, elle est supérieure à celle d'un CTS important. Leur activité régulière. Voilà, donc ce sont des campagnes que vous faites plusieurs fois par année aussi, On le fait occasionnellement, donc selon les généralement, différentes occasions. il y a 3 campagnes qui sont médiatisées. Mais on le fait à chaque fois. En dehors à chaque des fois occasions. qu'une structure de santé exprime un besoin. À chaque fois, on le fait, on nous demande et on donne notre accord pour organiser une collecte. Donc, Très on bien. le fait tout au long de l'année. Tout au long de l'année. La prochaine campagne sera C'est en octobre. C'est en octobre, à l'occasion de la journée nationale du don de sang. Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous serez présente, bien entendu, pour Bien la sûr, prise en charge. bien sûr. N'est-ce pas? Et Voilà. vous Très demande bien. à l'équipe et la Habitoudjou, bien sûr. N'hésitez pas. Oui. Pourquoi pas? N'hésitez pas. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Faites Donc, don de votre sang. Oui. il faut.
Il y a plusieurs personnes qui en ont besoin, il faut le dire. Oui. Voilà. Ben, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot avant de se quitter. Je voudrais bien remercier nos effectifs, nos policiers, pour leur contribution, généralement dans ces actions humanitaires. Très bien. Docteur Et il faut demander à tout le monde, toute personne qui est en bonne santé, son âge entre 18 et 65 ans, et ils peuvent donner leur sang qui est une substance vitale. Effectivement. Ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Monsieur Mourad Bessaï, vous êtes commissaire de police de la direction de la santé et de l'action sociale des activités sportives. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Docteur Amina Hambli, merci beaucoup. Donc vous êtes dans la même structure. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci. Voilà, merci. Et on continue cette fois-ci, ça va être un registre musical que nous vous proposons et ce sera en compagnie de Lila Benaïcha, elle qui a rencontré un violoniste. Donc je vous laisse voir ce portrait, on se retrouve juste après. Toufiq Meziane, un violoniste passionné de la musique andalouse et du sha'bi, une passion qu'il nourrit et perfectionne au quotidien. Accompagné de son frère Kamel, chanteur sha'bi, ils entament leur journée par des répétitions des œuvres de grands maîtres. J'aime beaucoup la musique algérienne, beaucoup plus. Je suis musicien et violoniste. J'aime bien cet instrument, le violon. Bon, ملي كنت صغير j'avais 10 ans, 9 ans, déjà كان عندنا violon أنا في الدار. دونك نشوف كيفاش الانسترومون حبيت نديكوفري الانسترومون هذايا. دونك بالعقل مع الفرونجان تاعي تاني كمال في الدار. دونك زاد عاوني شويه، زيد تاني مون بيغ شويه تاني عاونا بيسك عنده لا كيتار تاعو قديمه تاني في الدار، صبناها كي زدنا صبنا لا كيتار. مي بوكو بليس نحب الفيولون. Maîtrisant plusieurs instruments de musique, Toufiq nous avoue que sa relation avec son violon est à la fois passionnelle et professionnelle. حبيت نروح الكونسيرفاتوار. دونك سقسيت على الاستاذ كامل بالخوجه، كنت نسمع به بزاف ونحب نسمعو، حتى لقيت روحي في الكونسيرفاتوار لما فقت عند الدكتور كامل بالخوجه. La musique algérienne généreuse est source de raffinement du goût musical à tant donné pour notre violoniste. Aujourd'hui, il lui en témoigne toute sa reconnaissance. خلاتني تعرفت ما بها اللي شفت بلدان واحد اخرين، تعرفت على بلادي مليح تانيك. دوكا سي اقرب للموسيقى، الباتريمون تاعنا ما يخلصش، انا ليا ما يخلصش، سواء في الاندلس ولا ما نروحوا للشعبيه، ما في الشعبي تانيك في الديوان نروحوا للشعر الملحون، وكي نجوا الاندلس تانيك فيها بزاف طبوع، يعني الفنان ديجا يدخل لا جوا. Même en l'absence des activités artistiques à cause de la pandémie Covid-19, Toufiq n'a pas à se plaindre. Entre l'entretien de ses oiseaux et ses répétitions à côté de papa qui confectionne des couffins artisanaux, il espère tout de même une proche reprise. Et c'était donc un portrait du violoniste Toufiq Meziane que notre collègue Lila Benaïcha a rencontré. Nous allons rester dans la musique et cette fois-ci en compagnie de Dar El Gharnatiya puisqu'elle prépare un événement demain au niveau de la Maison de la Culture. Nous en parlons en compagnie donc de Monsieur Boualem Kharouz. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous êtes le président de l'association Dar El Gharnatiya et nous avons parmi nous également un jeune que nous avons déjà reçu. Il s'agit de Walid Medjadi. Bonjour Walid. Bonjour. Marhaba. Ça va? Ça va. Depuis la dernière fois? Oui, très bien. Alhamdulillah. Alors, Walid, donc, il est membre de l'association Al Gharnatiya et violoniste par la même occasion. Alors, Monsieur Kharouz, Dar El Gharnatiya n'est plus à présenter aujourd'hui.
n'est-ce pas? Elle est vraiment parmi les plus anciennes, il faut dire, associations qui a fait la promotion de la musique andalouse en Algérie. Alors, avant de parler de cet événement, avant de parler de Walid, avant de parler donc de toutes les issues que vous avez fait au niveau de l'association, alors parlez-nous un petit peu, les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils s'intéressent comme auparavant? Il y a toujours cet engouement pour la musique andalouse. Écoutez, c'est une question très pertinente parce que sur le terrain, on constate quand même un engouement. Un engouement, comment un engouement? C'est les parents. C'est les parents. Si les parents, quand les parents ou déjà ils ont un goût, c'est des mélomanes, ils orientent leurs enfants. Par exemple, dans les classes moyennes, c'est majoritairement c'est les parents qui amènent leurs enfants. Maintenant, pour les grands gaïtina, vous savez, avec les nouvelles technologies au gaïtina, on fait perdre. Mais je suis très optimiste parce que déjà, cette année, on a déjà refusé quelques inscriptions. Il y a toujours un engouement. C'est les vous parents. Vous n'arrivez même pas à répondre à la demande. Exactement, exactement. Bon, maintenant, avec la crise sanitaire, ce n'est pas évident au gaïtina. Mais de toutes les façons, moi, je dirais que la musique andalouse, la musique classique en général, c'est beaucoup plus les associations qui font un travail formidable. Il faut dire. C'est d'ailleurs en grande partie grâce aux associations. Moi, je dirais que c'est les parents. Les parents. Avant, il y a bien longtemps, on faisait des campagnes de recrutement dans les écoles. On allait dans les écoles, les premières, deuxième année, on les incitait au gaïtina. Oui, les parents, ils constatent que déjà les élèves à la classe supérieure, le dernier voyage au mois de février, ils viennent en Autriche, dans une salle de 1000 et quelques spectateurs. Où on a l'Iran, on a la Chine, on a la Russie, on encourage les jeunes. Ça encourage les jeunes. Ou les parents qui constatent que tous les élèves à Dalghamati, je dirais sans d'un ou ont réussi dans leurs études. Bac 100%, brevet 100%. Il a un master. Oui. Il a un master. Oui, effectivement, il a un master. Nous allons en parler. C'est pour dire que... Justement, M. Kharouz, alors, ce sont les parents qui ramènent leurs enfants. Mais ensuite, les enfants, lorsqu'ils intègrent l'école, ils apprécient très vite après. L'environnement dans lequel ils vont se trouver. C'est surtout l'environnement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la rue. Ça se crée une amitié, ça se crée une concurrence. Et ils deviennent eux-mêmes des partisans. Quand j'ai, à l'occasion de la crise sanitaire, ils pleuraient. Alors justement, Walid, dans ce sens, comment vous êtes venu à la musique? C'est les parents aussi? Oui, c'est les parents aussi. C'est la maman, beaucoup plus. Enfin, et j'ai aimé parce que en fait, c'est l'association de la ville de Coléal. La majorité de la famille, c'est des musiciens, des musiciens de l'association. Alors, j'ai commencé en 2009 avec l'association dans la classe. 2009, vous aviez quel âge? 16 ans. 16 ans, voilà. Et maintenant, vous préparez un master en... J'ai un master en droit constitutionnel et je prépare un magistère en droit international. Ah ben voilà. Donc, et vous avez donc fait... Donc vous avez eu votre premier album. C'est toute une histoire. Toute une histoire. Alors, on va l'écouter peut-être l'histoire. D'accord, mais avant cela, on va vous proposer un petit extrait donc, à écouter de l'album de Walid. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومدحي فيك يا رسول الله
c'était magnifique. Donc, vous allez peut-être nous en parler? Nous étions en train d'écouter. Oui, bon, ça c'est le début du troisième programme réservé في المدح حق الرسول عليه الصلاة والسلام. Il y a deux autres programmes. Le premier programme, c'est un programme mélange entre l'école d'Alger, Sanaa, et l'école Hawzi de Tlemcen. Et on finit par le Malouf de Constantine. On a fait deuxième programme aussi, Mouchahat Andalousia. C'est un style, les membres qui خدموه بزاف, enfin Mouchahat, تعرفوا بزاف في l'Orient, mais عاودنا خدمناها avec l'association, voilà. Ah bah voilà, Monsieur Khalos, vous nous disiez que cet album a une petite histoire. Oui, il est venu à un moment où on est rentré en pleine crise sanitaire. Oui. Ce qui fait qu'il y a eu un petit retard. Mais je dirais que c'est toujours bien de faire des choses pareilles au bon moment. Le CD en lui-même, moi je salue aussi Chérif Saoudi, l'équipe technique, l'équipe orchestre qui a été avec Walid. Et l'idée d'encourager Walid pour ce CD est venue par le conseil. M. Labri, Chérif, Jalal, le conseil, on s'est réunis, on a vu qu'il était nécessaire d'encourager les jeunes. Parce que l'association, en tant qu'association, ça y est, en mars 2022, on va fêter le cinquantenaire de Dar Ghanatia. Rien que ça. Donc, le cinquantenaire. Donc, alors, même ce cinquantenaire qu'on va Dar Ghanatia a presque l'âge de l'Algérie indépendante. Exactement. Finalement. On va fêter le cinquantenaire de Dar Ghanatia. L'anniversaire, on l'a fêté à Vienne. Le cinquantenaire, nous sommes sur un projet d'éditer un livre. Où il y a de mars 72 à mars 2022, toutes les réalisations, tous ceux qui sont passés par là, les anciens élèves, Imen Sahir, Iloul, etc. Tout des bataillons de musiciens. Ce qui fait que le répertoire en lui-même et la musique andalouse lui-même, c'est une fierté pour nous, parce que nous préservons ce patrimoine. Nous le préservons comment? Il y a une aide de l'État, il faut dire ce qu'il en est. Le ministère de la Culture nous aide, la Wilaya nous aide, la PSI nous aide, nous avons des amis qui nous aident aussi. Ce qui fait que pour gérer une école, nous avons à peu près dans les 180 élèves, nous avons 9 classes, de la chorale à la classe supérieure. Il faut gérer tout ça, il faut toute une administration. Nous avons Jalal qui s'occupe de l'administration et tout, qui fait un travail formidable. Monsieur Labri qui s'occupe un peu de tout ce qui est un peu pédagogique. Et Chérif Saoudi avec Djihad, Hamza Balloti, Walid, Mazouni Faisal, etc. Nous essayons d'élever toujours haut. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où il faut toujours persévérer. Toujours il faut persévérer, effectivement. Et puis, il faut dire que vous avez une mine, parce que vous venez de nous dire que vous avez environ 180 inscrits. Alors, dans ce sens, Monsieur Khairous, les 180 inscrits, donc ils vont passer les différents niveaux, les 9 niveaux, les 9 classes. Donc, une fois on va dire que le parcours est terminé, quel est le devenir de ces élèves? Écoutez, d'abord, je dois vous dire que Ghanatia n'est pas un but lucratif. Notre but, c'est la formation. Effectivement. L'élève est libre. Nous avons, je dirais qu'à Kolia, il y a 3 associations qui sont nées de Dar Ghanatia. Il y a le Bastardjia, il y a Fen al-Asir, c'est-à-dire que c'est une richesse en plus. L'élève, une fois qu'il devient muet, Walid était élève, maintenant il est professeur d'une classe. Oui. Et pas n'importe classe, c'est la classe moyenne, c'est la porte de la classe supérieure. Oui. C'est une confiance totale en nos élèves. Effectivement. Et c'est ça vraiment le véritable. De toute façon, c'est vous qui avez transmis tout ce savoir. Donc vous savez qu'est-ce que vous avez donné comme savoir. Alors Walid, il vient de nous dire, Monsieur Khairous, que vous-même vous êtes enseignant. Alors ça se passe comment avec les élèves de classe moyenne en plus, hein, c'est pas n'importe quelle classe. C'est le 4e niveau avant la classe supérieure. Ça va, enfin, avec les élèves. Ils sont persévérants? Oui, très bien. Oui. La classe moyenne, on sont profs un peu la nouba.
parce que l'élève il doit être formé pour monter la classe supérieure. Voilà. Voilà, et ça se passe bien, donc c'est facile donc à enseigner, c'est facile. Oui, enfin, c'est pas facile et c'est pas difficile aussi parce que. Il faut beaucoup de répétitions. Il faut beaucoup de répétitions, un peu de concentration et une pédagogie. Voilà, c'est surtout la pédagogie. Le chef technique chez Saoudi aussi, من عند الحاج, من عند مدير l'abri, voilà. Voilà, de toute façon, vous avez été bien encadré, donc oui, automatiquement, voilà, vous serez un bon encadreur. Voilà. Voilà. Alors, Monsieur Khairouz, demain, Inch'Allah, un bel événement va s'organiser au niveau du Palais de la Culture. Exact. Alors, parlez-nous de cet événement. Ben voilà, écoutez, nous avons espéré nous avons programmé, espéré et voulu et tout que la soirée de promotion se déroule au niveau de l'opéra. Malheureusement, les circonstances ne nous le permettent pas pour le moment, mais nous espérons. De toutes les façons, c'est un début, mais il va y avoir des gestes barrières, la salle sera divisée en deux, on va respecter tous les gestes barrières. En plus de cela, nous avons l'idée, on a parlé de l'idée d'organiser une deuxième soirée au niveau de Koléa, à la Maison de la Culture de Koléa, le 4 juillet, à la veille de la fête du 5 juillet. On aura l'occasion d'avoir tous les résultats du BEM, etc. Et ça sera une sorte de soirée de promotion et en même temps une cérémonie pour tous les élèves, permettre à tous nos enfants de remonter sur scène, etc. Donc cette soirée exceptionnelle, j'espère que... Ça va se passer à quelle heure? À partir de 18h. À partir de 18h au Palais de la Culture. C'est connu. C'est ouvert à tout le monde? Ouvert à tout le monde. Bon, ouvert à tout le monde. Avec le respect des restrictions sanitaires. Alors, il faut dire que votre association, donc là, c'est un petit peu votre nouveauté. Oui. Par rapport au livre? Oui. Écoutez, ça c'est une chose exceptionnelle. Peut-être nous sommes la première association. M. Rachid Boukhari a eu l'audace d'écrire un livre sur le Hajj Bourahla qui est connu comme un grand chanteur shabi. Et il a tourné pour voir comment éditer ce livre. Nous avons sauté, ça rentre un peu dans notre domaine. Ranatea s'est sacrifié avec la librairie Khrouz de Koléa. On a eu le courage de c'est un bel hommage, il faut dire que c'est un bel hommage. Exactement. Vous avez fait, ça permet de connaître un peu, c'est quelque chose c'est un supplément. Et ça reste même dans le domaine culturel. Dans le domaine culturel et surtout, M. Khairouz, dans le domaine de la protection de notre patrimoine, parce que ce sont ces écrits qui permettent donc la perpétuité de notre culture. Alors, nous arrivons à la fin. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir. Mais avant de se quitter, Walid, il y a la régie qui vous demande un petit morceau. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Merci beaucoup, c'était magnifique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Ça a été un très grand plaisir. Alors, on rappelle votre événement demain, Inch'Allah, au niveau du Palais de la Culture à partir de 18h. Voilà, donc je rappelle, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Monsieur Boualem Khairos. Vous êtes le président de l'association Dar al-Gharnatiya. Était parmi nous également l'un des élèves qui est devenu maître au niveau donc, de l'association. Walid Medjadji, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et on vous souhaite un très beau succès pour l'événement de demain et pour ce qui va suivre après. Merci beaucoup et on continue notre programme. Dans un petit moment, nous allons recevoir des étudiantes en pharmacie, elles qui sont en train de préparer un événement pour la sensibilisation de certaines pathologies, notamment l'hypertension et le diabète. Mais avant cela, spot de sensibilisation au Covid, puisque la situation sanitaire persiste toujours. Et on se retrouve juste après. Et restons sur le registre de la santé, puisque nous recevons des étudiantes. Vous le savez, les étudiants, on les reçoit très souvent, ils sont très dynamiques sur le terrain, ils font un travail incroyable de sensibilisation. Et cette fois-ci, ça va être des membres de l'association des étudiants en pharmacie d'Alger que nous recevons et qui préparent un très bel événement pour la sensibilisation contre l'hypertension et le diabète. Parmi nous ce matin, Linda Kakashi. Bonjour Linda. Bonjour madame. Marhaba. Ça va? Ça va, Merci pour l'accueil. je m'appelle Norhouda. Ah, là, voilà, si jamais. Alors, Linda, vous êtes membre de l'association et vous êtes co-coordinatrice de l'événement duquel nous allons parler ce matin. Exactement. Parmi nous également Ryan Mamadi. Bonjour Ryan. Bonjour, Marhaba. merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. Et vous êtes aussi membre et aussi co-coordinatrice de cet événement. Voilà. Alors les filles, on a déjà reçu des membres de votre association. L'association aujourd'hui, elle n'est plus à présenter. C'est-à-dire que vous avez fait un travail magnifique, particulièrement durant la situation sanitaire, pendant le confinement. Donc on a vu qu'il y a eu beaucoup de séminaires qui ont été faits en ligne. Oui. Il y a conférences en ligne. Effectivement. Alors avant de parler de votre événement, on va revenir peut-être un petit peu sur vos activités, sur les objectifs de votre association. D'accord. Alors ACEPA, une association scientifique des étudiants en pharmacie. Combien? Pardon? Combien? Association scientifique des étudiants en pharmacie. Association scientifique, très bien. Exactement. De l'Université d'Alger, qui fut créée en 2009. On a plus de 11 ans d'activité, qui a pour but d'améliorer la santé publique, de promouvoir la vie estudiantine d'un pharmacien et de surtout préparer l'étudiant à la vie professionnelle. Surtout.
Et tout à fait, oui. Notre domaine d'activité est allé sur plusieurs volets, partant de la santé publique au développement professionnel, passant par les actions humanitaires et les actions éducationnelles. Alors, pour revenir un petit peu aux grandes lignes, on va dire, aux grands événements que vous avez fait pour cette année. Pour cette année, dans le cadre de la santé publique, c'est le volet qui est plus en contact avec le grand public. On a eu une grande campagne de dons de sang. Je crois qu'ils sont passés. Effectivement. Déjà. Oui. Alors, ça se passe sur toute l'année, le don de sang. Il y a eu la journée mondiale il n'y a pas longtemps, lundi, la semaine passée. Effectivement. Il y a eu une grande collecte. Collecte au niveau des étudiants? Non, au niveau du grand public. D'accord. C'était ouvert pour tout le monde. Avant nous, toujours dans le secteur dans le volet de la santé publique, il y a eu l'événement de gastro et des maladies intestinales dans le mois de Ramadan. Après, il y a eu un petit atelier de tabac. Après, maintenant, il y a notre... Un atelier, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y avait plusieurs activités pour tout ce qui est... complications du tabac et l'effet du tabac sur la santé, etc. C'était pas une grande campagne ouverte comme le don de sang, par exemple. C'est pour ça qu'on appelle ça un atelier. Maintenant, c'est notre tour, c'est l'acheter à diabète, l'hypertension, parce que c'est des maladies très... C'est les maladies du siècle, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Effectivement. Alors, justement, dans ce sens, un bel événement donc, va s'organiser le 26 de ce mois, donc le 26 juin, n'est-ce pas? Il s'agit du Pharmarathon. Alors, le Pharmarathon, parlez-nous. Déjà, on comprend un petit peu le jeu de mots. Hein? Oui, exactement. Oui. Alors, je vais parler un petit peu de notre campagne. C'est une campagne qui va se dérouler la semaine prochaine, qui va s'étaler durant toute la semaine. On va commencer par le dimanche, où on va faire une sensibilisation et un dépistage au niveau de la place de l'Émir. La deuxième journée, ça sera Fleur Ruisseau, le 22 juin. La troisième journée, ça sera la place Kennedy à El Biar. Et on va finir par le marathon, qui sera une petite course symbolique pour un peu sensibiliser les gens sur l'activité sportive qui est très essentielle à notre quotidien. Primordial. On était en train de voir une photo, si juste on peut revenir à la photo que nous étions en train de voir, je voudrais bien que vous nous fassiez peut-être un petit commentaire. Oui. C'était durant la campagne sensibilisation Acheter à diabète de 2018. 2018. Alors là, on voit le rapprochement social qui nous manque beaucoup. Hein. C'est ça que je voulais que vous fassiez un commentaire. Je me disais, ça s'est passé où? C'était il y a très longtemps. Le rapprochement, donc on se rappelle un petit peu de... L'année passée, c'était en ligne. C'était en ligne, effectivement. C'était en ligne parce que les mesures sanitaires n'avaient pas permis autrement. Mais cette année, on peut reprendre un peu, tout en gardant nos bavettes et nos... Justement, c'était la question que j'allais vous poser. Donc, si on parle d'une course, si on parle d'un pharmarathon, enfin d'un marathon de manière générale, donc on va penser à cette course, on va penser à ce rapprochement. Donc justement, comment vous allez vous arranger afin que toutes ces mesures sanitaires soient respectées? Il y aura toujours une distanciation, il y aura pour tout ce qui est collation et l'eau, etc., ça sera des parts individuelles. Après, ça sera très grand, ça sera au niveau du 5 juillet, donc du terrain du gauche du 5 juillet, donc il y aura de la distanciation. On va essayer de garder cette distanciation et de dire à tout le monde de le faire. Et en principe, ça va bien se passer. On prendra toutes les mesures nécessaires avec le gel hydroalcoolique. Et voilà. Très bien. Alors, l'événement, est-ce qu'il est ouvert aux étudiants? Il est ouvert à toute la population? Non, c'est ouvert au grand public. Au grand public. C'est un dépistage massif du grand public. Très bien. Alors, comment vous faites pour la communication, pour communiquer cet événement? Alors c'est sur nos réseaux sociaux et on essaye d'avoir le plus de passages possible sur radio et télé et aussi des articles pour inciter les gens à venir se dépister parce que c'est des maladies sournoises qu'on remarque pas, c'est pas des symptômes qui viennent tous au même temps, donc le dépistage, ça nous aide. Et puis quand ça vient, ça veut dire qu'il y a eu un travail dans le corps qui a été fait au préalable. Un diabétique sur deux ne sait pas qu'il est diabétique. Effectivement. C'est là où notre dépistage prend tout son sens.
En plus, cette année, c'est une édition un peu spéciale. C'est la 7e édition et c'est l'anniversaire des 100 ans de l'insuline. Ah ben voilà. Oui. Donc on va fêter comme il se doit. Oui. Ah oui, comme on va fêter comme il se doit. Sans souffler les bougies. Sans souffler, non, sans souffler. On va pas souffler, on va souffler autrement parce que si on doit faire une course, après le rythme cardiaque et le rythme respiratoire, il va augmenter. Donc on va souffler. Pour notre formation. Moi, faire une course. Mais non, pas la course, mais il y aura plusieurs activités. C'est pour tout le monde. Je viendrai voir, mais participer à la course. Peut-être que je serai tentée. Hein. Oui, tout à fait. Oui. On va vous encourager. Et s'il va y avoir une belle ambiance, c'est sûr, on sera entraîné sans qu'on le sache. Hein. Donc ce sera. Alors encore une fois, donc pour cet événement. Donc c'est au terrain de golf pardon, que ça va se passer. Donc on comprend que l'espace s'y apprête parce que c'est ouvert justement au grand public. Alors après l'événement, après cet événement, qu'est-ce qui va se passer après le marathon? Est-ce que vous prévoyez quelque chose de particulier une fois que la course est terminée? On fera plusieurs ateliers dans une séance yoga. Oui, parce que le yoga c'est bon pour la santé. Oui. Et puis on a besoin de se reposer après. Tout à fait, le marathon va durer combien de temps la course? Ça sera 2 km. 2 km. Ah, c'est rapide. Ça dépend du rythme des personnes. Ça dépendra du rythme des personnes. Ça ne sera pas une course intense, ça sera symbolique. Tout à fait. Et il y aura plusieurs activités individuelles et collectives. On vous invite à venir pour voir. Je viendrai. Surprise. Je viendrai. Il y aura des collations, etc. Ça tente, hein. Ah oui, ça tente. Ah oui, ça sera la clôture de notre événement. Après cet événement, il sera repris l'année prochaine, on espère. Donc ça se fait chaque année. C'est la 7e édition. Oui. Déjà. Très bien. Est-ce qu'il y a une inscription préalable qui doit se faire ou on vient? Non. Donc c'est ouvert. Porte ouverte. Porte ouverte. Très bien. Merci beaucoup les filles. Merci. Peut-être un dernier mot avant de se quitter. Linda. Le slogan de notre événement. Savoir, c'est prévoir. Tout à fait. Voilà. Savoir, c'est prévoir. C'est bien réfléchi, c'est bien dit. Ah oui, merci beaucoup les filles. Alors je rappelle, Linda Kakashi, vous êtes membre de l'association ACEPA, vous êtes co-coordinatrice aussi de cet événement. Ryan Mamadji aussi, vous êtes membre et co-coordinatrice de cet événement. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Donc on rappelle, l'événement se tiendra le 26 de ce mois. Ça sera toute la semaine. Toute la semaine, mais le marathon lui-même. Ce sera le 26. Le 26, voilà. Donc le 26 au niveau du stade du golf, ça va commencer à quelle heure? À 9h. À 9h, oui. Très bien. Merci beaucoup. On vous souhaite un très beau succès pour votre événement. À très bientôt. Je vous dis à très bientôt parce que je sais très bien qu'il va y avoir plein d'autres événements. Plein d'autres événements. Oui. Merci beaucoup. Et on continue. On va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Kenzan Char, elle qui va encore une fois revenir sur le mouvement associatif. Mais avant cela, un portrait d'une dame qui, elle, s'intéresse à la recyclerie. Vous allez voir, elle recycle donc des objets et elle en fait carrément des objets d'art, des ustensiles aussi, et c'est Samia Bouarour qui l'a rencontré pour nous. Nous l'avons rencontrée il y a 1 an. Depuis, Nesrine Boulsen n'a pas arrêté d'innover. Cette artisane recycleuse a bien avancé depuis. Les choses, moi j'avais commencé par des tamis miroirs et l'inspiration me vient généralement quand je dors. Alors quand je me lève, je dors et je pense à des choses et je me dis allez demain je vais essayer ça ou ça ou ça. Donc pour les plateaux, c'est ce qui s'est passé. J'avais d'anciennes photos ici à la maison qui appartiennent à ma mère. Et du coup, je les récupère, c'est ce qu'on appelle le détournement. Donc, je suis très attirée par les orientalistes, donc je récupère un peu les personnages et j'essaye de les faire vivre en mettant des bulles comme ça pour qu'elles parlent entre elles, pour faire, pour donner de l'animation à quelque chose qui existe depuis des siècles. Voilà. Chez Nesrine, rien ne se jette, tout se récupère pour en faire des pièces uniques, des œuvres d'art, dans le but de revaloriser notre patrimoine. Alors c'est simple, je vous ai mis ici les anciennes cafetières de chez mes grands-parents qui ont un certain nombre d'années, qui sont restées presque intactes on va dire. Et en marchant dans la rue, j'avais vu en fait que finalement les cafetières existaient, les théières aussi existaient, elles étaient encore en fabrication.
Donc du coup, je me suis dit, allez, on va essayer de mettre une petite identité à quelque chose qui a toujours fait partie du patrimoine, encore une fois. Tout le monde a déjà bu un café ou du lait dans un bakraj kima hada. La tradition orale, dictons, proverbes, citations, une nouvelle inspiration qui a poussé notre artiste à créer pour la sauvegarde de tout un patrimoine à travers des œuvres très originales, des œuvres qui immortalisent des moments précieux de nos traditions comme Qahwat al-Asr. On a toujours eu ça dans les pattes, les proverbes. Et moi, j'adore ça, en fait. Et ça serait bien que les petits, comme mes neveux, par exemple, qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, eh bien, qu'ils apprennent tout ce patrimoine. Pour les proverbes, pareil, je dormais, il y avait un proverbe qui traînait dans ma tête. Je me suis dit, allez, tiens, pourquoi ne pas en faire quelque chose? Et puis voilà. Puis j'ai écrit ça sur un plateau comme celui-ci. C'est censé normalement, justement, c'est censé être une sorte de récapitulatif de ce qui s'est passé la journée. Et toi, comment t'as fait? Et toi, ton boulot? Et toi, machin. Donc voilà, c'est super. J'adore nos traditions. Il faut les faire connaître, même à ceux qui vivent ici. Nesrine, qui s'est lancée dans cette aventure depuis quelque temps, a pu atteindre plusieurs objectifs. Aujourd'hui, grâce à Yiddina, ses œuvres sillonnent tous les continents. Des œuvres avec des empreintes algériennes, une grande fierté pour notre artisane. On verra, on marche avec le cœur. Unshofo. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Kenza Nchar vient de nous rejoindre. Bonjour Kenza. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Alors Kenza, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la commission énergie de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Tout à fait, tout à fait. Et tu n'es pas seule pour en parler. Exactement, exactement. Dans notre chronique, on a toujours parlé d'entrepreneuriat, surtout d'un impact social et surtout de l'entrepreneuriat durable et responsable, mais surtout proche du citoyen. Et pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir la Confédération algérienne du patronat citoyen, on précise. Et en l'occurrence, on va parler de la transition énergétique. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir M. Riyad Boudjumadi, qui est président de la commission énergie à la CAPC, mais aussi, notamment, il est ancien dirigeant Moyen-Orient et en Afrique du premier mondial électricien. Donc, marhaba bik, M. Boudjumadi. Bonjour, marhaba. Merci, je vous remercie pour votre invitation. Avec plaisir. Donc, dites-nous, avant de commencer, qu'est-ce que la CAPC? La CAPC, c'est une fédération patronale. Donc, il y en a quelques-unes en Algérie, mais c'est la plus importante aujourd'hui en Algérie, qui regroupe pas mal d'acteurs privés au sein de cette fédération. Très bien. Et donc là, tout récemment, vous avez carrément proposé, vous avez fait des propositions pour la transition énergétique en Algérie. Mais d'abord, avant de parler justement de ces propositions-là, vous pouvez juste nous éclaircir qu'est-ce que transition énergétique? Qu'est-ce que vous entendez par la transition énergétique? Il y a deux termes dans la transition énergétique. Il y a la transition énergétique. L'énergétique, on sait ce que c'est tout ce qui est à base d'énergie. Et puis il y a la transition, c'est-à-dire quoi? Comment on peut faire évoluer notre mode de vie et notre mix énergétique vers quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il y a des facteurs qui font qu'on est obligé de faire cette transition. On a une transition. Aujourd'hui, énergétiquement, on est basé à 98% sur le gaz, disons, sur les combustibles fossiles en termes scientifiques. Et il y a l'arrivée du renouvelable. Pourquoi on doit aller vers le renouvelable? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui le pays à y aller? Il n'y a pas que l'Algérie qui est en train de faire sa transition énergétique. Il y a le monde entier qui est en train de transiter vers la nouvelle énergie. Vous avez 7 facteurs aujourd'hui, 7.
Je les résume, hein, j'essaie de les résumer. Le premier, c'est notre accord, notre participation à l'accord de Paris. On l'appelle l'accord de Paris parce que c'était lors de la COP 21 qui s'est déroulée en France. Et là, le monde entier a été signataire pour réduire les gaz à effet de serre, essentiellement le CO2. C'est ça qui a tendance à trouer la couche d'ozone. Ensuite, vous avez la consommation de gaz en Algérie. Elle est insoutenable. Aujourd'hui, plus de 45% du gaz qui est extrait des sols, il est consommé en local, c'est-à-dire on ne le vend pas, donc il n'y a aucune création de richesse. Il y a une partie, oui, parce que ça part vers l'industrie qui elle-même crée de la richesse, mais ça reste marginal par rapport au volume qu'on consomme en interne. Troisièmement, vous avez les prix de marché des produits pétroliers, gaziers et pétroliers. On a vécu en 2020 une situation en yo-yo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et quand vous avez une économie qui est dépendante majoritairement du gaz ou du pétrole, il faut faire attention. À un certain moment, il faut se dire, ok, on arrête, on retire cette corrélation directe avec ce pétrole, mais ça se prépare. Et c'est sur plusieurs années, d'accord? Et puis vous avez le quatrième facteur qui est très important, c'est la réalité de la baisse des prix du renouvelable. Aujourd'hui, le solaire ne vaut plus rien. Je vous donne juste un exemple. Par contre, il ne faut pas l'appliquer directement vers l'Algérie, hein. Je reste prudent. Aujourd'hui, le mégawatt-heure, qui est une unité importante de mesure, quand vous recevez votre papier de Sonalgaz, ils vous mettent le kilowatt-heure. Donc, kilowatt et mégawatt, c'est juste on multiplie par 1000, d'accord? Aujourd'hui, le prix du solaire, il est à 10 $, d'accord? Sachant que le gaz tourne autour de 60 $. Vous voyez la différence? Il y a 10 ans, le solaire il était à peu près à 60-70, voire même 80-90. Aujourd'hui, il est à 10. Il a battu le record en Arabie Saoudite. Par contre, il ne faut pas tout de suite transposer ça en Algérie. On ne peut pas avoir les 10 $ en Algérie, attention. Hein. En Algérie, parce que vous avez un contexte. Dans chaque pays, ça a un contexte. Je reviendrai dessus si vous me poserez la question. Justement, par rapport... pourquoi, peut-être le téléspectateur nous regarde, pourquoi? Parce qu'on dit souvent que l'Algérie, c'est le pays le plus ensoleillé au monde. Pourquoi est-ce qu'en Algérie, on n'adhère pas justement vers le solaire? On y adhère, il y a toute une démarche, je reviens dessus. Donc je finis juste les facteurs par rapport à la première question. Donc le cinquième point, c'est l'évolution sociale et sociétale. Donc la société a évolué, elle a envie d'aller vers quelque chose d'environnemental, quelque chose de vert, quelque chose de propre. Je vous donne un exemple, maintenant les enfants, avant nous quand on se brossait les dents, là, on se lavait les mains, on laissait le robinet ouvert. Maintenant les enfants ils passent par derrière pour fermer le robinet. Non, il ne faut pas consommer l'eau. C'est très bien, donc il y a un changement, sociétal et social. Et puis il y a le sixième facteur qui est très important, c'est l'arrivée, c'est l'émergence de la 5G, de la 4G, 5G, donc tout ce qui est technologie de communication. Avec la 4G, la 5G, là on parle de la 6G. Ils sont en train de la tester dans un pays africain pour voir si ça a l'air de donner de très bons résultats. Donc moi je pense qu'on va passer vite à la 6G. D'ici 2-3 ans, on passe à la 6G. Avec l'arrivée de cette technologie de communication, on a ce qu'on appelle l'IoT, Internet of Things, les objets connectés. Maintenant, avec les objets connectés, on fait tout. Je vous donne juste un petit exemple. Il y a une start-up il y a 10-15 ans qui s'appelle Nest, qui a démarré, et Google l'a racheté pour 4 milliards. Il a vite compris. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette start-up? Elle a développé un thermostat connecté. C'est quoi un thermostat? C'est celui qui gère la température de votre radiateur. D'accord. C'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas que transmettre les données. Il apprend à connaître le comportement de la personne. Donc il sait à quelle heure il sort le matin, à quelle heure il revient le soir, toute la famille, hein, à quelle heure ils reviennent. Donc qu'est-ce qu'il fait entre les deux laps de temps? Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le chauffage. Donc on a découvert rien qu'avec ce thermostat, on arrivait à économiser de 40%. Magnifique. 40%. Donc, et pour finir, c'est la création d'emplois. C'est clair. On a démontré que dans le monde, c'est des chiffres 2017, hein, il y a eu 9 millions de créations de nouveaux postes pour 900 gigawatts d'installés en renouvelable, solaire, éolien, hydraulique, tout ça. Voilà.
Et donc vous avez proposé justement, vous avez fait des propositions pour qu'on aille justement vers cette transition énergétique tout en prenant en considération ces 7 facteurs. Voilà, donc en se basant sur ces facteurs, en se basant sur pas mal de paramètres et surtout sur la base de mon expérience. Moi j'ai travaillé, ça fait depuis 30 ans que je suis dans le domaine et surtout j'ai accompagné en étant à la tête de l'Afrique et du Moyen-Orient du premier électricien mondial. J'ai beaucoup travaillé sur la transition énergétique. Donc là, on ne propose pas, on contribue à la proposition parce qu'il y a une feuille de route en Algérie, attention. Hein. Le ministère de la transition énergétique fait un excellent travail avec le professeur Chitour qui était mon professeur à l'école polytechnique, donc je le salue. Il a fait un excellent travail. Moi, c'est juste ce qu'on a fait avec la CAPC. On a été un comité de rédaction, une petite équipe, on a travaillé dessus. L'idée, c'est d'arriver avec 41 propositions. C'est réellement, il y a du court, du moyen et du long terme. Pour aller très très vite sur la mise en œuvre de cette feuille de route de transition énergétique. Et elle est basée sur 5 axes. 5. Le premier, c'est le mix énergétique, pour garantir la sécurité énergétique. Le mix énergétique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est essentiellement gaz. L'idée, c'est de diversifier en faisant rentrer dans le bouquet de production le solaire et l'éolien. Le solaire, vous l'avez dit, c'est un des pays où il y a le plus grand taux d'ensoleillement au monde. Donc, on peut y aller très très vite, très très vite. Il y a un appel d'offres sur le 1000 MW qui va sortir, j'espère qu'il sortira. Et je sais que l'équipe qui sont en train de travailler dessus au ministère du Travail font un excellent travail. C'est des gens que je connais très bien, c'est des gens brillants. Et ils sont en train de faire un très très bon boulot. Derrière, il y a l'éolien. L'éolien, il y a un rapport qui est sorti par la Banque mondiale en septembre 2020 qui a démontré le potentiel éolien africain. L'Algérie, c'est numéro 1. En plus, en plus du soleil. Mais j'étais aussi impressionné que vous. Hein. Très bien. Quand je l'ai lu, moi je pensais que c'était un autre pays, mais en réalité non, c'était l'Algérie. Elle a un potentiel minimum de 7,7 gigawatts à produire. Et puis derrière, ça, on est toujours le premier pilier, hein, parce que dans le premier pilier, dans le mix énergétique, donc j'ai dit le solaire, l'éolien, il y a l'autoconsommation, donc mettre les panneaux solaires sur les toitures des gens, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait monter le pic de la demande en électricité? C'est l'utilisation de la climatisation l'été, entre juillet et août. C'est là où on fait un pic jusqu'à 15 gigawatts sur le réseau national. Là, déjà, si on pousse à découpler ces climatiseurs du réseau et à les coupler directement à des panneaux en autoconsommation, c'est un très très gros marché. Alors, monsieur Boudjmadi, si vous permettez, là, donc vous parlez quand même d'un potentiel qui est quand même incroyable que l'Algérie présente, mais ça reste quand même un potentiel. Comment on peut profiter au maximum de ces potentiels? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière, une feuille de route particulière pour mettre en valeur toutes ces potentiels? La feuille de route existe, je vous l'ai dit, elle existe. Là, il faut l'accélérer. Il faut l'accélérer. C'est déjà entamé? Ah oui. Ils sont en train de travailler sur l'appel d'offres de 1000 MW. Derrière, il faut changer quelques lois pour pouvoir accélérer l'autoconsommation, accélérer la vente d'électricité entre acteurs privés, parce qu'aujourd'hui, c'est pas faisable. Autoriser l'injection d'électricité sur des réseaux moyennes et basse tension en Algérie. Donc tout ça, c'est en route. Nos propositions, c'est un peu de pousser pour que ça aille plus vite. Arriver au plus vite aux $10? 10 $, je ne crois pas trop. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi rapidement. On ne va pas rester trop longtemps dessus. Parce que le 10 $, il est lié au contexte. Un projet solaire, c'est un projet essentiellement financier. Il n'y a rien de technologique. Vous avez un panneau, vous avez un onduleur, du câble, du support, et vous injectez ça sur le réseau. C'est tout. Donc il n'y a rien de technologique. Ce n'est pas une centrale à gaz ou une centrale nucléaire ou de la biomasse ou de l'éolien. Donc c'est financier. Du moment où c'est financier, c'est lié à la dette. Donc aujourd'hui, la dette, elle est courte en Algérie. Elle est sur 7 ans maximum, voire 9 ans si on fait un effort. Or, ce type de projet, c'est des projets sur 20 ans, voire 30 ans maintenant. Donc la dette, il faut qu'elle aille sur cette maturité. Il faut qu'elle aille jusqu'à 30 ans avec des taux très bas. Si on n'a pas ça, on n'aura pas les 10 $ le mégawattheure. Très bien. Et donc là, vous êtes en train de parler justement de ces propositions, de la stratégie. Mais entre-temps, nous, on rencontre tout le temps des jeunes qui ont un potentiel extraordinaire. Est-ce que la CAPC les inclut dans sa stratégie, dans ses propositions, dans son travail? Ils sont avec nous. C'est une partie prenante de la CAPC. On a Gilles CAPC.
C'est Chemseddine Zitouni qui fait un travail juste extraordinaire. Et en 2 mois, j'ai rencontré des jeunes, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. J'ai rencontré des jeunes, mais j'avais les yeux qui brillaient. Je me voyais 30 ans en arrière. Mais ils sont magnifiques, ils ont des idées, ils travaillent, ils développent, ils travaillent en équipe. Ça, c'est extraordinaire. Et comment vous faites justement concrètement pour accompagner ces entreprises-là? Vous êtes la Confédération, c'est un regroupement d'entreprises, c'est bien ça. Oui. Donc comment vous faites, par exemple, pour la transition énergétique, mis à part vos propositions? Comment vous faites concrètement? Quel est votre travail? Je vous donne un exemple. Hier, j'étais à une réunion où il y a eu une start-up qui est venue présenter. J'ai été impressionné. Là, je vais les rencontrer juste après. On va les rencontrer cette semaine. C'est une start-up qui, aujourd'hui, en Occident, elle peut lever en 3 secondes 200 à 300 millions de dollars. Magnifique. Ils sont sur un sujet, sur la transition C'est énergétique. des étudiants, c'est ça, lors de la conférence à l'École nationale supérieure de management? Non, ceux-là, alors ça, c'est autre chose. Ça, je les ai vus il y a 3 jours. J'ai fait une conférence à l'École de management de Coléa, où j'ai rencontré, pareil, le club scientifique. Oui. C'est des gens qui ont pas mal d'idées, ils font un travail extraordinaire, ils sont très dynamiques. Ceux-là aussi, je les ai invités à la CAPSE pour qu'on puisse voir comment on peut travailler ensemble, comment les accompagner, comment les aider, soit sous forme financière ou autre chose. Très bien, très bien. Et donc, on arrive bientôt à la fin de notre. Bientôt à la fin de notre chronique. Quel est l'appel, votre appel en tant que confédération algérienne du patronat citoyen pour clore notre chronique? Alors, 2 choses. Autant que CAPSE, je dis, il faut faire vite, il faut amender certains textes de loi pour que le privé commence à travailler sur ces sujets-là, parce qu'il y a un Eldorado qui est juste en face, qui s'appelle l'Afrique. Il faudrait aller chasser en meute, chasser en équipe, chasser en groupe. Il faut travailler ensemble. Il faut apprendre à aller en équipe. L'équipe Algérie. Aller récupérer la croissance en Afrique. Parce que le continent africain, c'est le continent de la croissance mondiale. Donc il faut y aller. Et à titre personnel, autant qu'expert dans le domaine, je dis il faut aller vite. Maintenant, le projet de 1000 MW, il faut le lancer. Il faut le lancer. Il faut laisser les acteurs algériens travailler. Et puis il faut tout faire pour ramener des IDE. Des investisseurs directs étrangers. C'est un moyen pour renouer avec l'étranger, pour que les étrangers reviennent en Algérie avec des investissements sérieux. Voilà. Très bien. Eh ben, ça sera, on le souhaite en tout cas. Et puis, merci en tout cas pour toutes ces précisions sur ce qu'est en tout cas la transition énergétique, et pour tous ceux qui sont en train de nous regarder, qui ont une entreprise et qui veulent investir justement dans ce domaine-là. Vous pouvez directement vous orienter sur la page Facebook CAPSE, donc Confédération algérienne du patronat citoyen, pour avoir encore beaucoup plus d'informations, et puis aussi pour retrouver toute l'actualité de la CAPSE qui fait énormément de choses, pas que en transition énergétique, mais aussi beaucoup d'autres activités justement pour la promotion de l'entrepreneuriat en Algérie. Ben voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Kinza, merci beaucoup. Merci. On te retrouve donc vendredi prochain avec toujours une autre thématique. On rappelle que tu as reçu ce matin M. Riyad Boudjmadi. Merci beaucoup. Donc on rappelle que vous êtes le président de la commission énergie de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Kinza, donc on se retrouve vendredi prochain avec une autre chronique, Inch'Allah. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec un grand plaisir demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Portez-vous bien. Excellente journée à tous. Au revoir.